Je voudrais vous commencer en disant une chose, c'est que moi je suis pas agriculteur, même si dans mon enfance j'ai fait des tas de trucs à la ferme, et du coup de cette enfance je sais que c'est pas un travail toujours facile. Et la deuxième chose, c'est que moi je vais vous raconter ce que je vois de mon point de vue de biologiste, mais je respecte qu'il existe des contraintes qui permettent pas toujours de le faire. Simplement la question c'est d'essayer le plus sincèrement de faire en fonction de ce qu'on sait aujourd'hui du vivant. Et j'aimerais insister sur deux choses. C'est des propos préliminaires, mais ils sont super importants. La première, c'est que souvent les gens n'ont pas trop envie de changer pour plein de raisons, et notamment pour les plus jeunes, parce que quelque part, si à un moment on arrête par exemple de labourer, on se dit, bah oui, c'est la négation de ce qu'a fait mon père, et quelque part, ça revient à juger ce qu'ont fait les anciens. Mais si vous regardez la photo de l'exploitation où vous êtes 20 ans, 40, 60, 70 ans en arrière, vous verrez que ça n'a pas arrêté de changer. Et la grandeur de l'activité agricole, c'est pas ce qu'on fait à un moment donné, c'est la capacité à évoluer. Et c'est ce qu'ont fait nos anciens. Je veux dire, depuis les fermes des années 50, hein, il s'en est passé des choses. Donc quelque part, il ne faut pas avoir peur du changement et se dire que le changement, il est logique parce que les connaissances évoluent. Et que donc, même si les anciens ou la génération précédente ou vous, la veille, vous avez fait au mieux de ce que vous aviez sous la main, bah, demain, il faut faire différemment. Donc, c'est la première remarque, il n'y a pas de jugement dans le fait de dire, comme on le dira, que le labour ou certaines pratiques pesticides ne sont pas acceptables. C'est Maintenant, on le sait, et il faut essayer d'aller de l'avant autant que possible, puisque je le disais, à l'impossible, nul n'est tenu. Alors ça, c'est la première chose. C'est la première remarque. La deuxième, c'est que il est évident qu'aujourd'hui, tout ce qu'on va dire, ça ne marche bien qu'à la condition qu'on ait, et c'est vraiment important, un soutien citoyen aussi. C'est-à-dire un soutien en termes de financement, et notamment de financement à la transition écologique, parce qu'on ne peut pas demander aux exploitants de tout faire. Déjà qu'en faisant de l'alimentation, ils ne gagnent pas leur vie. Si en plus on en demande de faire de l'eau plus propre ou des paysages plus chouettes, ça ne peut pas être gratuit. Donc, les solutions qu'on va envisager, on est d'accord que c'est des solutions qu'il faut poser sur la table de la société et pas simplement comme des injonctions au milieu agricole. C'est important. Bon, et maintenant, arrivons dans le vif du sujet. On a commencé à produire de la bouffe avant de savoir comment marchaient les écosystèmes. Bah, de même qu'on a commencé à faire du pain d'ailleurs ou du vin avant de savoir ce que c'était que des microbes. Quelque part, à un moment, il a fallu manger. Et du coup, on a trouvé des solutions qui marchaient au moins à court terme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit très bien les limites de notre système agricole. Je ne parle même pas des limites financières et de compétitivité, mais va falloir se poser des questions très sérieuses parce que ça a eu payé, mais ça ne paye plus. Vous avez vu que notre excédent commercial pour l'agriculture s'est effondré. Et en fait, c'est la suite d'une tendance que certains, comme moi et Marc Dufumier, dénoncent depuis 20 ans, mais personne n'a écouté. Ça fait 20 ans qu'on le voit venir. Ça peut être temps quand même. Alors maintenant qu'on est face au problème, effectivement, peut-être le prendre en main, on verra. Mais c'est surtout quelque chose qui commence à poser des problèmes au niveau de tout un tas de coûts secondaires sur l'environnement. Je pense par exemple au problème des marées vertes sur le littoral. Je pense à la purification de l'eau. Hein. Je suis en train de chercher pour vous un chiffre. Depuis 2023, le coût de purification de l'eau a augmenté de 23% en France. Et c'est largement à cause des pesticides, même si les industriels font aussi des saletés qui expliquent la pollution de quelques captages. En termes de surface, les industriels ne couvrent pas le territoire. Ça reste très ponctuel. Donc, si vous voulez, on arrive à des coûts qui sont et des conséquences qui sont plus acceptables. Et j'aimerais terminer en disant que ce soit l'aspect financier ou l'aspect sanitaire, les premiers à payer ça sont les agriculteurs. Parce que c'est les premières victimes des pesticides. On vous dit toujours qu'ils sont en bonne santé. Ben moi, j'ai envie de vous passer une petite image, tiens. Voilà. Parce que on s'intéresse à l'agriculture ou pas. Moi, je m'y intéresse. Voilà, je vais vous passer l'exemple des espèces de conneries qu'on vous raconte. On vous dit, il y a cette cohorte Agrican là qui a suivi 180 000 agriculteurs. Et on vous dit, le résultat d'Agrican, regardez en bas, c'est qu'il y a moins de cancers chez les agriculteurs. Donc ça va. Attendez, c'est une moyenne. Ouvrons le moteur. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour tout un tas de cancers, on est sur du moins 20, moins 50% en bleu. Pourquoi? Parce que vivre à la campagne, c'est plus simple que vivre à la ville. Ce qui fait la moyenne à moins 7 ou à moins 5 pour les femmes, c'est tous les trucs en rouge. Alors bon, ça, c'est la cigarette. Hein.
Ça, par contre, les myélomes multiples et les lymphoplasmacytaires, c'est justement ce qu'on a moins chez les gens qui mangent bio. Et c'est justement ce que les pesticides induisent chez des rongeurs au laboratoire. Vous voyez l'histoire? Ben, en fait, les agriculteurs sont les canaris dans la mine. Plus exposés que le reste de la population aux pesticides, ils nous montrent exactement lesquels des cancers sont liés aux pesticides. Alors, il n'y a pas que ça, une fois de plus. Ça, c'est de ne pas se protéger la peau. Ça, c'est la cigarette au bec, parce qu'il y a toute une génération qui avait la cigarette sèche au bord de la lèvre. Bon, mais ça, la prostate, là, alors plus 3%, c'est pas beaucoup, mais vu que c'est un cancer fréquent, ça fait quand même plusieurs milliers d'agriculteurs qui ont un cancer de la prostate en plus. Donc, si vous voulez, voilà, je pourrais ajouter ce plus 13% d'Alzheimer à 55 ans. À un moment, aujourd'hui, on voit qu'il y a des limites. Or, dans le même temps, et c'est là que j'ai commencé d'être positif, parce que mon propos, c'est pas juste de dire l'agriculture est une catastrophe, vous allez voir, en fait, c'est une solution. Dans le même temps, on a acquis des connaissances qui nous permettent de procéder différemment. Et maintenant, je vais vous parler de ça. Première chose, ça fait 400 millions d'années, on a des fossiles de 400 millions d'années qu'on étudie dans ce laboratoire qui est derrière, là, qui montre que depuis 400 millions d'années, et pour 9 dixièmes des plantes actuellement, sauf les crucifères, c'est dit, la plante est incapable de se nourrir dans le sol s'il n'y a pas des champignons qui l'aident à se nourrir. Ces champignons, c'est ce qu'on appelle les champignons mycorhiziens, ces champignons qui font des filaments dans le sol et qui se connectent à la plante en faisant une interaction qu'on appelle la mycorhize. Alors là, vous avez des systèmes racinaires, et les systèmes racinaires émettent énormément de molécules dans le milieu. C'est les petits halos que vous voyez, hein, ces halos qu'on fait autour, ils émettent énormément de molécules qui vont repousser les agresseurs et attirer des auxiliaires bactériens ou des champignons favorables. Ce champignon-là, dont un filament pousse ici, est insensible aux sécrétions de cette plante, mais il est sensible aux sécrétions de cette plante-là. Il pousse vers la racine en se ramifiant et en émettant des molécules qui vont faire se ramifier, regardez bien, la racine elle-même. Les deux partenaires vont se connecter, vont finir par se rencontrer puisqu'ils se ramifient l'un contre l'autre. Et le champignon ne reste pas longtemps en surface. C'est pour ça que vous ne le verrez jamais sur les racines. Bien qu'il ait plein de filaments à l'extérieur, il est juste connecté avec ceux qu'il va faire à l'intérieur. À l'intérieur, il rentre dans les cellules sans percer envers l'enveloppe la plus interne. Donc les cellules restent vivantes. Et dans certaines cellules, quand il est arrivé au cœur de la racine, il se ramifie en donnant une structure d'échange, ce qu'on appelle un arbuscule, où arrivent de l'eau et des sels minéraux qu'il a collectés dans le sol et dont il donne en rouge une partie à la plante. Et en échange, la plante va lui amener des sucres. Ces champignons-là ne vivent pas sans les plantes. Ces sucres que vous avez en jaune, là, vont rentrer dans le champignon et le nourrir et lui permettre bien d'aller explorer le sol, de pousser pour aller justement chercher l'eau et les sels minéraux dont il va donner une partie à la plante. Voilà comment se nourrissent les plantes. Il faut sauter de l'idée que les racines et les poils absorbants sont la façon de se nourrir les plantes, sauf pour les crucifères. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il y a donc des champignons dans le sol qui nourrissent les plantes. Il y a aussi des pathogènes, hein, attention. Puis il y a aussi des décomposeurs qui mangent la matière morte. Mais il y en a dont le boulot, c'est de faire ce qu'on appelle des mycorhizes. Comment on va faire pour avoir ces champignons-là? Alors, il y a ce qu'on ne peut pas faire et ce qu'on va faire. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est mettre trop d'engrais minéraux. Pourquoi? Ces engrais minéraux, ils nourrissent la plante et la plante, du coup, ne nourrit plus le champignon. Donc, vous devenez dépendant des engrais minéraux. Puisque, voilà, une plante bien nourrie, c'est comme vous, si vous vivez au-dessus d'une pizzeria, vous n'appelez pas Uber Eats pour vous livrer une pizza. Donc, trop d'engrais minéraux, on les perd. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire sans engrais minéraux, mais il faut maximiser l'engrais organique, notamment le produit de légumineuses qu'on aura cultivé en intersaison. Oui, parce que vous pensez élevage et vous dites, ah oui, j'ai pas d'élevage autour de moi. Bon, alors c'est peut-être une chose qu'il faudra revoir collectivement pour retourner au moins à l'échelle du paysage à la polyculture élevage, mais avant, si vous avez des plantes qui ont poussé en hiver sur vos champs, elles ont été pompées tout le phosphate qu'il y avait. Donc quand vous allez les bousiller, ben, ça va être relargué, mais lentement. Et puis si vous avez mis des fixatrices d'azote, ça va relâcher de l'azote lentement.
Ça, un peu de fumier, bah, vous n'aurez qu'à compléter en engrais minéraux. Et donc, une des façons d'utiliser au maximum ces champignons, c'est d'avoir une fertilité qui se relâche lentement et qui contraint la plante à coopérer. C'est un deuxième intérêt, c'est que ces champignons protègent les racines contre les maladies venues du sol. Bon. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ces champignons survivent, puisqu'ils dépendent des plantes. Il faut des plantes toute l'année, et il ne faut pas laisser le sol brun. Ah ben, ça tombe bien, puisque je vous ai dit, si je plante en intersaison des choses qui poussent, elles vont non seulement fixer de l'azote et retenir le phosphate ou le potassium pour éviter qu'ils partent avec la pluie, mais en plus, bah, ça va nourrir ces champignons. Puis la troisième chose qu'il ne faut pas faire, c'est labourer, parce que ça détruit les filaments. Alors vous allez me dire, je fais des patates, moi je suis obligé de travailler le sol, je suis quand même obligé de... Ok, là, moi j'ai rien à vous dire dans ces cas-là. Sauf que, moi je connais des gens, et c'est très encouragé par McCain, qui font la chose suivante, suivez-moi bien, au moment de la récolte, ils font les buts, ce qui fait qu'ils perturbent le sol une fois par an. Ils sèment sur ces buts des couverts qui justement ont toutes les fonctions de nutrition des champignons, de fixation d'azote, de rétention des minéraux, et ils les détruisent au glyphosate avant de semer les patates. Bah, le bilan, le glyphosate c'est pas terrible, mais le bilan c'est que comme il n'y a qu'une seule perturbation du sol, ils ont tout un tas d'améliorations des propriétés du sol par rapport à l'érosion, et ils n'ont pas de baisse de productivité, bien au contraire, ils ont moins besoin d'engrais minéraux. Donc il y a toujours des façons de faire pour minimiser la perturbation du sol et pour maximiser l'apport organique et le fonctionnement avec les champignons mycorhiziens. Là, je viens de vous parler d'un premier aspect qui est la façon dont les plantes cèdent de champignons. Maintenant, je vais vous parler d'un autre aspect agricole lié au sol. C'est le problème de l'érosion et de la matière organique. C'est vraiment étroitement lié. Le sol, il reçoit de la matière qu'il va lentement digérer. En fait, les micro-organismes du sol vont lentement s'attaquer à ce qui tombe et relâcher de l'azote, du phosphate, du soufre, des choses comme ça. C'est une grande fonction de nettoyage qu'a le sol. Hein. On n'est pas obligé de souffler les feuilles dans les champs et dans les forêts. Hein. Elles disparaissent toutes seules. Alors qu'en ville, on est obligé de les souffler parce qu'il n'y a pas le sol pour manger tout ça. Ces organismes, ils mangent et puis comme nous, ils font pipi. Même les bactéries font pipi. C'est-à-dire qu'elles rejettent de l'azote et du phosphate venus de ce qu'elles ont mangé. Bon. Et ça fait de la fertilité, mais ça prend du temps. Et la matière organique qui tombe dans les sols, eh ben, elle reste en moyenne 10, 100, 1000, 10 000 ans, ça dépend des molécules. C'est pour ça que le sol est noir. C'est qu'il y a de la matière organique, des cadavres qui traînent. Le problème, c'est que quand on laboure, bon, alors on tue les champignons qui sont filamenteux, ok, mais on ne tue pas les bactéries. Les bactéries, elles sont 10 fois plus petites que les filaments de champignons. Et en fait, la plupart du temps, quand on travaille le sol, elles sont dans un grumeau et elles survivent très bien. Et vous savez quoi? Bah, comme il y a de l'air, elles respirent beaucoup plus et elles attaquent plus la matière organique. Sachant qu'en plus, on récolte, donc on emmène de la matière organique, et que quand on ramène des engrais, bah, on les amène souvent sans matière organique, puisqu'on les amène sous forme minérale. Donc, entre les engrais non organiques, la récolte, on ne va pas arrêter de récolter, hein, et le fait que les bactéries dans les sols labourés respirent plus, jusqu'à ce que les trous se rebouchent sous les trous du tracteur, parce que les trous de labour ne sont pas des trous très stables. Eh bien, nos sols agricoles, ils ont perdu 50% de leur matière organique depuis les années 50. Alors, vous allez me dire, et alors? La matière organique dans les sols, c'est une colonne vertébrale. Non seulement ça nourrit plein de microbes, qui peuvent avoir d'autres fonctions, comme de fixer de l'azote atmosphérique, ou comme d'aller attaquer les roches et de libérer de la fertilité. Donc déjà, indirectement, elle libère elle-même de la fertilité quand elle est décomposée, mais elle nourrit des microbes qui vont aller eux-mêmes capter de l'azote atmosphérique, c'est pas énorme, et surtout déstabiliser les minéraux. Ça, c'est important, parce que c'est de là que viennent tous les oligo-éléments, on ne les amène pas dans les engrais. Hein. Bon. Deuxièmement, cette matière organique, elle est poisseuse. Je dis souvent en conférence, hein, je mets le doigt dans le nez comme ça, puis je retire une belle crotte de nez, et je dis, vous voyez, la matière organique du sol, c'est comme ça. C'est collant. Hein, quand vous en avez une sur le doigt de crotte de nez, ben, vous avez du mal à la... C'est vraiment l'image de la matière organique du sol, c'est un agent anti-érosion. Ben, on le perd, et dans un contexte où on laboure et on laisse éventuellement le sol nu après, eh ben on obtient, quand on laboure, et notamment à cause de la perte de matière organique, une érosion qui va 10 à 100 fois plus vite que d'habitude. C'est-à-dire 10 à 20 fois plus vite que le taux d'érosion supportable par les sols. Les sols disparaissent lentement.
Et ne me dites pas que c'est une vision de l'esprit. En zone méditerranéenne, si les sols sont tout squelettiques, c'est que ça fait 5000 ans qu'on laboure. Alors nous, on a commencé plus tard, on avait des sols plus épais, ça ne se voit pas encore. Mais l'érosion, elle est avérée. 10 à 20 fois plus vite que la norme, c'est-à-dire que ce qui serait équilibré en fonction de la vitesse de formation du sol en profondeur. Bien. Donc, érosion. Deuxièmement, cette matière organique, elle a un autre rôle, et je reviens à ma crotte de nez, c'est toujours plein d'eau, une crotte de nez, hein. Eh ben, ça retient l'eau. La matière organique, ça retient l'eau. 1% de matière organique en volume en plus dans un sol, ça retient entre 10 et 25 mm d'eau de pluie. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, bon, ça fait peut-être pas énorme. Ok, mais mieux vaut ça que pas. Bien. Et puis, la dernière fonction de cette matière organique, c'est que tout le carbone qui est là n'est pas sous forme de CO2 dans l'air. Si vous le respirez, ça va faire du CO2. C'est bon pour le climat. Il faut que vous réalisiez que le réservoir majeur de carbone, c'est le sol. Il y a le carbone de la matière organique des sols du monde entier. Ça représente 2 fois le carbone qu'il y a dans le CO2 de l'atmosphère et 3 fois le carbone qu'il y a dans toute la masse vivante du monde. C'est le premier réservoir de carbone. Et je pense que si l'agriculture arrivait à stocker plus de carbone dans ses sols, non seulement on récupérerait de la réserve en eau, non seulement on aurait des sols plus vivants, non seulement on lutterait contre l'érosion, mais en plus ce serait bon pour le climat, on pourrait peut-être aller chercher des crédits carbone. En se disant que ces crédits carbone-là, ils pourraient être payés un peu plus, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde bien les crédits carbone, ça va être entre 50 et 100 euros l'hectare, ce qu'on peut espérer dans le meilleur des cas. Vous allez me dire, ça ne va pas sauver une exploitation. Ok, mais comme cette matière organique a d'autres fonctions, on pourrait peut-être se dire que quand c'est des crédits carbone pour l'agriculture, la société décide de payer plus. Vous voyez, là, je suis en train de déporter le truc. Vous portez le geste technique, mais le coût du geste technique, si l'agriculture fait plus que de la bouffe, de plus en plus, je dis aux gens que c'est une erreur de croire que l'agriculture, c'est fait pour nourrir le monde. Bien sûr, c'est une des fonctions, mais ça fait le paysage. Dans notre pays, la moitié de la surface du pays est gérée par l'agriculture. Ça fait les paysages, et ça les rend attractifs ou non pour le tourisme, par exemple. Ça fait la qualité de l'eau, ça fait la qualité de l'air. Vous y êtes, et puis éventuellement, d'ailleurs, ça fait la santé par le biais de la qualité des aliments. Donc il y a plein d'autres fonctions agricoles, il serait temps qu'on les paye, hein. Bon, je dis ça pour pas que vous vous énerviez, parce que vous allez me dire, ouais, alors il nous dit foutre du fumier, pas labourer, on voit bien qu'il n'a pas de contraintes. Ben oui, je vous dis l'idéal. Et je vous dis aussi que pour atteindre l'idéal, c'est pas que votre travail. Mais en filigrane, je suis en train de vous dire que les syndicats agricoles sont en train de vous flouer parce qu'ils ne portent pas les revendications sur lesquelles il y aurait de l'argent à aller chercher pour avoir un revenu décent. Bon, je continue. Parce que ça, tout ça, c'est que des bonnes solutions. Donc, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut vraiment mettre de la matière organique dans les sols et cesser de labourer pour réverser l'érosion et avoir des sols qui retiennent mieux l'eau. Je vais me concentrer maintenant sur l'eau. Le fait d'avoir de la matière organique dans les sols, ça retient l'eau de 3 façons. 1, la matière organique elle-même retient l'eau. 2, comme c'est collant, ça fait que les trous dans le sol sont plus stables, notamment les petits trous qui retiennent l'eau par capillarité. Puis, 3, comme ça nourrit la vie du sol, bah, ça fait ces organismes qui font les trous. Parce que les trous, normalement, ils sont faits par la vie du sol. Une petite bactérie qui se déplace, une petite amibe qui se déplace, un petit acarien qui se déplace, ou alors une bactérie qui meurt, un filament de champignon qui meurt. C'est ça les trous du sol. Puis alors, c'est des tout petits trous, c'est pas des trous de labour, ça. C'est des trous bien gluants du reste mort du filament de champignon, ou bien gluants du caca d'amibe, donc des trous bien stables, et puis des trous petits. Parce que ce qui retient l'eau, c'est pas les trous de labour. Les trous de labour, c'est comme les trous de vers de terre, ça permet à l'eau, à l'air de rentrer. Mais ça retient rien. Et les petits trous, qu'est-ce qui les fait? Les petits êtres vivants. Ouais. Donc, vous voyez qu'elle retient par elle-même, elle retient en stabilisant les trous et en augmentant la vie qui fait des trous. Et aujourd'hui, on a des agriculteurs qui font de l'agriculture non labourée. C'est l'agriculture dite de conservation des sols ou de régénération, si on parle à l'américaine. Alors, ces sols-là sont des sols où la vie se redresse de 20 à 30% en biomasse, où les réserves hydriques sont plus grandes. En plus, rapidement, on n'a plus de semelles de labour. Donc, en fait, on utilise vraiment, en termes de réserve hydrique et de nutrition, tout le sol et pas juste la partie superficielle. Ces sols deviennent beaucoup plus noirs. En 2 à 10 ans, ils récupèrent des quantités de matière organique beaucoup plus décentes. Alors donc c'est bon contre l'érosion, c'est bon pour le climat, c'est bon pour la vie des sols et pour les réserves en eau. Donc voilà. Et alors ça marche pas partout, hein, mais là où ça marche, bah, en fait les agriculteurs s'y sont mis parce que c'est une bonne solution. Pas
par idéologie ou par dogmatisme, mais par pragmatisme. Et je vais vous dire, dans les trucs où il faudrait qu'on se bouge un petit peu, nous, on est à 4% de la surface agricole non labourée. Aux États-Unis, c'est 40. C'est-à-dire que cette solution technique, elle est bien mieux appliquée là-bas qu'ici. Et pour le coup, même si elle demande de se réoutiller, parce qu'un semoir sur sol non labouré, c'est pas, voilà, eh ben, elle est ensuite, une fois qu'on s'est réoutillé, elle est beaucoup plus rentable, notamment quand il y a des périodes sèches, il y a de meilleures réserves en eau. Notamment quand il pleut beaucoup en hiver, bah, l'accessibilité de la parcelle qui absorbe mieux l'eau est plus importante, ou plus rapide. Alors, il y a un défaut de cette agriculture, c'est que pour désherber, comme elle a pu le labour, elle utilise du glyphosate, mais malgré tout, je vous ai dit, la vie du sol se redresse de 20 à 30% en biomasse. Donc, voilà, c'est une bonne solution. C'est comme le bio, sauf que le bio, bah, lui, il désherbe labourant, donc c'est des bonnes solutions partielles et il ne faut pas les bouder. Ok, alors là, je vous ai invité à réfléchir à la vie du sol autour de l'approvisionnement des plantes et autour du labour. Et puis finalement, je suis abouti à des conclusions qui sont des conclusions de base, hein. Euh, un sol toujours couvert de végétation, le moins de perturbations physiques du sol possible et le plus de matière organique possible. Et ça coche plusieurs cases. Sachant que, vous voyez, la végétation va être anti-érosion tout en nourrissant les champignons. Ça coche plusieurs cases à la fois pour chaque geste. Je vais prendre quelques questions si vous le voulez, puis après je vais continuer parce que j'ai encore deux, trois choses à vous raconter, mais peut-être vous avez envie de réagir là-dessus. Je voulais savoir si on perturbe le sol juste en surface, est-ce que c'est, moi, c'est sûrement un peu moins préjudicial, mais est-ce que c'est mieux qu'un glypho ou pas? Alors, d'abord, si vous perturbez en surface d'une façon qui ne crée pas de semelle, c'est mieux que le labour, qui crée une Mhm. semelle. Deuxièmement, si vous perturbez en surface, vous bousillez tout en surface, mais moins en profondeur. Donc c'est mieux. Alors vous pensez un peu au TCS, je pense. Surtout la méthode de désherbage en bio. Si on ne laboure pas en bio et qu'on passe un coup de fraise, par exemple, quel est l'impact sur les champignons par rapport Alors, il à faut justement un comprendre TCS que qui utilise du glypho, quoi? pour des raisons d'accessibilité à l'oxygène, plus vous êtes en surface, plus il y a de vie. Si je vous me donne la quantité de vie en fonction de la profondeur, c'est une courbe comme ça. Vous avez, alors il y a plein de chiffres qui traînent, mais on peut dire que dans les 20 premiers centimètres, vous avez 90% de la vie du sol. Du coup, quand vous arrivez par la surface, malheureusement, puisque par la surface, bon, en haut, il y a plus de matière organique, plus d'oxygène, il y a plus de vie, vous commencez par le vif. Donc c'est mieux qu'un travail profond, c'est pas parfait. Après, on n'est pas condamné à la perfection. Je vous dis, le bio, il est génial pour certains aspects, mais il laboure. L'agriculture de conservation est géniale par certains aspects, mais elle utilise du glyphosate. Donc, on va se calmer. Il ne faut pas être. Bon, c'est déjà beaucoup mieux si vous n'avez que ce type de perturbation. Mais c'est pas parfait. Et je vais prendre quelques autres questions, mais je note déjà qu'il y a un truc dont il faut que je vous parle. Oui. Voilà. Les mycorhizes, ça met combien de temps dans le sol à se mettre en place? Est-ce que c'est un Alors, truc de en six fait, mois ou c'est un truc normalement, de 3 4 ans? la question de la mise en place, c'est une question absurde, normalement. C'est un peu, vous savez, il y a des absurdités qui traînent comme ça. On se dit, bah oui, les mycorhizes se mettent en place, c'est vrai, vous semez et puis ça se met en place. Il y a des gens qui disent qu'il faut que la terre se repose en hiver, mais dans la nature, la terre s'est jamais reposée en hiver. Dans la nature, la terre est toujours couverte de végétaux. Donc les champignons, ils sont toujours là. Et des choses qui germent se connectent à un réseau préexistant. C'est-à-dire que, et vous l'avez vu dans le filament, il vient d'ailleurs. Bon, bah, c'est qu'il est déjà connecté à d'autres racines. Si vous avez tout labouré et que ça a été nu pendant 2 3 mois, alors là, il va y avoir un temps de mise en place. Je vais répondre à la question elle-même, mais c'est complètement aberrant parce que, un, il y aura rien au début, puis deux, vous n'héritez pas de ce que les autres plantes ont nourri. Alors que quand vous passez votre glypho, honnêtement, c'est pas bon pour les champignons. Mais vous pouvez récupérer quelques bribes des filaments de champignons qui sont déjà établis. Le mieux, c'est ce que je vous dirais tout à l'heure, c'est le couvert. Mais je vais y revenir après. C'est d'avoir des végétaux qui sont là tout le temps et qui vont partager leur mycorhize avec ce que vous semez. Je vais revenir à cette histoire de couvert après, parce que ça, c'est pas encore routinier, hein. Mais je continue là-dessus. Maintenant, quand vous semez et que vous avez tout bousillé, d'une façon ou d'une autre, c'est assez rapide. C'est-à-dire que vous commencez à avoir des mycorhizes dans les 1 2 semaines après.
Mais simplement, la plante doit payer la fabrication de tous les filaments externes. C'est donc beaucoup plus cher pour la plante. Et on a des bons travaux qui montrent que la reprise de ces plantes est plus lente que s'il y a déjà un réseau. Mais la réponse, c'est en quelques semaines. Simplement, c'est moins intense et moins nourrissant que si on hérite du réseau de plantes qui sont là. Et donc, il ne faut pas se poser la question du temps de mise en place, mais plutôt de qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on hérite de ce qu'un couvert précédent aura mis en place ou de ce qu'un couvert permanent, je vais en reparler après, peut permettre d'avoir entretenu. Ça répond à la question, David? Oui, oui, oui. Enfin, c'est parce que en bio, des fois, on est quand même obligé d'intervenir un petit peu. Bah, peut-être pas obligé, mais enfin, on n'a pas encore bien trouvé la solution pour ne pas intervenir, même Non, bah non. superficiellement. Savoir si c'était très, très préjudiciable ou si en 15 jours, 3 semaines, on arrive à recoloniser un peu le milieu, quoi. Non, mais on y arrive toujours. Il y a de la résilience. Mais simplement, il vaudrait mieux le moins possible, sauf quand on ne peut pas faire autrement. Je veux dire, si vous avez récolté des betteraves, ben, c'est clair que votre sol il a été perturbé, hein. Il faut autant que possible se dire ce qu'il faut, c'est hériter. Je vais au décompacté de l'ABC, c'est à La Roche-sur-Yon là, cette semaine. Et donc là-bas, il y a des gens qui font bio et pas labouré. Bon, je vais les voir. Alors après, des fois, c'est des bizarres, c'est des gens, ça demande du doigté, mais il faudra qu'un jour, on arrive à produire des façons de faire de l'ABC routinièrement. Mais là, il y a encore besoin de recherche. Je suis d'accord. Et alors, j'ai une remarque sur le glyphosate qui est tout à fait pertinente avant de prendre les questions suivantes, hein. J'ai une remarque sur le glyphosate. Il est effectivement pas bon du tout pour l'homme, ça, on est d'accord. Et il n'est pas bon pour les champignons mycorhiziens, il n'est pas bon pour les vers de terre, il n'est pas bon pour la vie du sol. Le problème, c'est qu'il est moins pire que le labour. Donc, ceux qui sont arrivés à n'utiliser que le glyphosate et pas faire de labour, c'est déjà mieux, sachant que l'agriculture conventionnelle fait les deux, glyphosate et labour. Et c'est mieux, mais je suis d'accord, il faudra qu'un jour on aille plus loin. De même qu'en bio, il faudra qu'un jour on aille plus loin que le labour. Mais il ne faut surtout pas taper sur les gens qui ont fait un pas en avant. Mais effectivement, je partage avec Rachel le fait que le glyphosate est un problème, et je vais vous dire, en fait, c'est pas un problème. Parce que les résistances sont en train d'apparaître. Résistances qui font que dans certains coins, on en a vraiment abusé aux États-Unis, ben aujourd'hui on ne l'utilise plus, on ne peut plus l'utiliser. Et donc le glyphosate, il est en survie. Il va disparaître de nos armoires très rapidement à cause des résistances. Et c'est bien, parce qu'effectivement, ben, c'est pas parfait. Mais si vous voulez, pas labourer avec du glyphosate, les sols vivent mieux que labourer. J'y peux rien. Vous savez, la science, ça me fait un peu chier aussi, comme Rachel sans doute, qui doit être en train de ruminer en ce moment cette réponse, euh, ça me fait chier, mais la science, elle n'est pas là pour faire chier ou pour faire plaisir. Elle est là pour dire comment ça marche. Et les études qu'on a, elles vont dans ce sens. Ça redresse la vie du sol quand on ne laboure pas, même si on met du glyphosate. Oui, bonjour. Je reviens sur le glyphosate et son utilisation. Est-ce qu'on a des études qui nous donnent quel dosage, quel est l'effet sur le sol en fonction du dosage d'utilisation du glyphosate, matière active, et du type de glyphosate utilisé avec certains adjuvants? Est-ce qu'il y a des études qui montrent ça? Alors vous avez raison de souligner que les adjuvants font partie des toxicités, mais il est difficile d'en avoir la liste et de faire des études dessus, donc moi je n'en connais pas, il y en a peut-être. Par contre, pour le glyphosate, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il est toxique à des doses inférieures aux doses utilisées pour les fonctions herbicides, enfin notamment sur les champignons mycorhiziens, pour parler d'une chose que je connais bien. Donc c'est pas de chance. Il n'y a pas cette idée qu'il y aurait une dose qui soit herbicide et qui serait moins grave pour les sols. C'est-à-dire qu'aux doses les moins d'usage les plus faibles, vous êtes déjà au plateau de toxicité pour les champignons mycorhiziens. Oui, non, ça c'est Omazzini notamment qui avait travaillé là-dessus. Elle avait fait pas mal de travaux sur les mycorhiziens, une nana un peu sérieuse en Argentine. Une fois de plus, hein, bon, on ne peut pas faire parfait. Je veux dire, ce qui serait parfait, c'est de ne pas faire d'agriculture et de laisser la végétation se développer toute seule. Vous êtes d'accord que c'est débile? Il y a une perspective, mais qui est à moyen terme, même si je connais des gens déjà qui savent pratiquer un peu ça, au moins sur 4-5 ans, c'est d'avoir des couverts permanents rats, type trèfle rampant. En Asie, moi j'ai vu des choses avec des arachis, hein, des arachides rampants, c'est des légumineuses aussi. Ça c'est bien parce que ça fixe de l'azote. Puis comme c'est rampant, bah, il suffit quand on sème des trucs qui germent vertical, c'est pas mal. Bon, ça se souille plus ou moins vite, mais vous comprenez que, en fait, l'idée, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui fait beaucoup de recherches pour avoir des couverts permanents durables.
Et il faut absolument, il faudra optimiser, faire un peu de sélection, je pense, sur les plantes qu'on mettrait dans de tels couverts. Mais moi, je caresse de grands espoirs autour des couverts permanents. Ces couverts permanents, ils sont géniaux pour l'érosion. S'ils sont fixateurs d'azote, ils sont géniaux pour l'azote. Ils sont géniaux pour empêcher la compétition des plantes. Alors, j'aimerais sur l'agriculture, on labourait d'ailleurs, vous raconter un truc. C'est que les précolombiens, hein, ils labouraient pas. Ils n'avaient pas de fer et ils n'avaient pas d'animaux de trait. Et ils ont fait des grandes civilisations agricoles. Et ils avaient de la main-d'œuvre pour ça. Donc ça ne nous aide pas parce qu'aujourd'hui, on ne va pas mettre des gens à désherber la main dans les champs. Bon, mais ils avaient quand même des couvre-sols. Parce que dans le champ typique précolombien, il y a des choses qui ont une bonne complémentarité alimentaire, c'est-à-dire du maïs et puis ils grimpent dessus du haricot. Et ça, alors alimentairement, ça fait une ration alimentaire géniale, pas très variée, mais qui fait qu'avec un tout petit peu de produits de chasse, ils n'avaient pas besoin de beaucoup de viande, parce qu'ils avaient déjà une alimentation très équilibrée. Quelques produits de chasse de temps à autre, et ça faisait les vitamines de la viande, ça allait. Ils n'ont d'ailleurs pas domestiqué d'animaux pour l'alimentation, parce que leur alimentation était parfaitement pourvue comme ça. Mais dans leur champ, ils mettaient un troisième truc. Ils mettaient des courges. Et les courges, d'un point de vue alimentaire, c'est pas vraiment vital. Ah ben oui, mais c'était un couvre-sol. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un machin qui rampait et qui empêchait le développement des indésirables. Et ça, c'est vraiment des trucs, il faudrait aujourd'hui qu'on ait un peu de recherche avant de dire aux agriculteurs, hey, vous devriez faire ça, il faudrait qu'on ait un petit peu de recherche sur qu'est-ce qu'on peut utiliser. Alors maintenant, j'aimerais vous sensibiliser à une autre chose autour des sols. Je vais vous parler des résidus de pesticides. Les sols, ils ont une grande fonction, c'est qu'ils nettoient l'eau. Et quand il pleut, il y a à la fois une filtration de l'eau de pluie mécanique, hein, dans un papier filtre, mais aussi tous les microbes du sol qui activement s'attaquent à toutes les molécules qui ont été amenées par l'eau. Et ça fait que l'eau, quand elle passe ensuite vers les sources ou dans les nappes phréatiques, elle est propre. Récemment, il y a un groupe, alors c'est tout à fait anecdotique, de bactéries qui a été découvert qui vit au fond des sols. Ça s'appelle les Sisui microbiota. Et ces bactéries ont la caractéristique de vivre en profondeur dans le sol où il n'y a pas beaucoup à manger, de manger à peu près tout ce qui passe, et notamment d'avoir des capacités pour bouffer des molécules bizarres. Et dans la détoxification de l'eau, ces bactéries qui sont un peu à la diète, c'est elles qui vont finir de manger tous les trucs bizarres, parmi d'autres. Et aujourd'hui, on a des chiffres qui montrent, c'est des grosses analyses qui ont été publiées dans Nature, qui portent pour l'année 2015 sur l'équivalent de 1/3 de la surface agricole mondiale. En fait, on sait qu'aujourd'hui, 80% des pesticides sont détruits dans le sol. 7% des pesticides épandus, donc 3 millions de tonnes par an à l'échelle globale, 7% passent dans les eaux de surface et 10% restent sous forme de pesticides ou de résidus de pesticides dans le sol et sont susceptibles de repasser dans les végétaux qui poussent. Ou non. C'est énorme. Alors, au passage, ça nous montre qu'avec les pesticides, on a un problème, c'est qu'il y en a partout, du coup, notamment dans l'eau, parce que le filtre est encrassé. Mais quand même, ce chiffre, même si le filtre n'arrive plus à remplir ses fonctions, ça nous montre la formidable capacité de détoxification du sol. Et bien justement, je voudrais vous parler d'un truc. Parce que là, je vous dis, les engrais, attention, il y a un autre problème sur les engrais, c'est que le phosphate est contaminé par du cadmium. Et aujourd'hui, la population française, un Français sur deux est surcontaminé par du cadmium. On mange 1,4 fois la dose de cadmium recommandée par l'OMS, la dose max en France. Comment faire pour diminuer ça? Alors bien sûr, les engrais organiques sont bienvenus, mais on ne peut pas fertiliser toute la France avec du caca de vache, c'est pas possible. Alors déjà, on le ferait mieux si on avait, à l'échelle du paysage, rétabli une polyculture élevage. Par parenthèse, ça nous permettrait d'utiliser le broutage comme désherbant. Alors ça paraît con, mais en Nouvelle-Zélande, le vignoble, il est désherbé comment? Avec des moutons. D'ailleurs, il commence à y avoir des exploitations en France qui font ça, mais à Bordeaux notamment. Mais bon, vous voyez, l'idée c'est que mélanger le bétail et la culture, ça permet d'avoir un désherbant non chimique. Alors, ok, ça n'empêche pas les repousses. C'est pas un désherbant parfait. C'est plutôt, ça entretient des couverts ras. Mais voilà. Et deuxièmement, ça permet d'avoir du caca. Cela dit, on n'aura pas assez de fumier pour fumer la campagne. Il faut absolument utiliser les excréments et l'urine humaine. Qu'est-ce qu'on faisait autrefois? Relisez Zola, La Terre. La mère caca, elle a les plus jolis choux du marché parce que, comme son surnom l'indique, elle chie contre ses choux. Alors aujourd'hui,
il y a il y a 3 sortes de fertilisants humains qui ne sont pas utilisés. C'est dommage pour vous parce qu'ils seraient moins chers. Le premier, c'est les ordures de cuisine, 100 à 150 kg par personne et par an. Alors, c'est beaucoup de matière organique, pas beaucoup d'azote et de phosphate. Tout ça, ça pourrait être composté, retourné dans la campagne. En fait, c'est souvent mélangé à toutes les ordures et quand c'est composté, ça finit souvent dans le méthaniseur. Et après, dans les résidus de méthaniseur, si c'est bien trié, on peut les mettre, mais c'est comme un engrais minéral. Si c'est pas bien trié, en plus, il y a du plastique dedans, donc on ne peut pas le mettre. Bon. 2. L'urine. Alors, l'urine, c'est doré et c'est de l'or. Parce que microbiologiquement, c'est à peu près sain. Et on sait la récupérer avec des toilettes à séparation, qui ont 2 orifices, un pour le pipi, un pour le caca. Et on sait l'immobiliser par acidification, par exemple. Et après, on peut carrément l'asperger sur les feuilles. Et puis, si on craint que cette urine soit un petit peu contaminée par les médicaments, on le met dans le sol, parce que là, il y aura plein de micro-organismes qui vont détoxifier les toxines qui ont pu arriver avec l'urine. Mais en tout cas, l'urine, aujourd'hui, c'est 11 grammes d'azote par personne et par jour, c'est 0,7 g de phosphore, donc 3,4 g de phosphate par personne et par jour, c'est énorme. Et si on valorise les urines, il y a eu des études qui ont été faites par justement les laboratoires comme celui de l'école des Ponts-et-Chaussées qui font ces toilettes à séparation. Il y a des bâtiments pilotes maintenant, c'est très très sérieux cette histoire. Ils calculent que si jamais on valorise l'urine, ça fait un engrais qui fait 3 fois moins de gaz à effet de serre parce qu'il faut 3 fois moins d'énergie pour le faire que les engrais minéraux actuels et qui coûte 2 fois moins cher. C'est pas vous qui allez aller chercher le pipi chez les gens. Hein. Là encore, on revient à une solution sociétale. Et puis, mon dernier point, donc, c'est les fesses, c'est les crottes. Alors ça, c'est plus difficile à traiter. Ça peut se traiter avec l'urine, mais là, il faut composter avant pour détruire les bactéries indésirables. Chaque jour, vous et moi, on fait 1,5 g d'azote dans les fesses. Donc, vous voyez, c'est presque 10 fois moins que l'urine. C'est pas énorme en azote. Par contre, c'est 0,5 g de phosphore. C'est presque autant que dans les urines, par personne et par jour. Petite anecdote, une des raisons pour lesquelles les loups ont approché l'homme, c'est peu connu ça. C'est un peu spéculatif, mais ça s'observe. C'est pour manger les crottes humaines. Parce que c'est un très bon complément phosphaté. Alors vous ne voyez pas vos chiens faire ça parce qu'ils sont bien nourris. Et les loups bouffent les crottes de certains animaux comme l'homme qui contiennent beaucoup de phosphate. Bon, alors, on ne va pas parler trop de loups, on n'est pas là pour parler de loups, mais on est là pour dire qu'on ne se passera jamais complètement des engrais minéraux, mais on peut très bien mettre d'autres engrais venus de l'élevage, et notamment le fumier de l'espèce la plus abondante en France, l'homme. Maintenant, je voudrais parler 2 secondes des pesticides, parce qu'on a dit qu'il fallait en mettre moins dans le sol pour plein de raisons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là encore, on ne s'en passera jamais complètement. Mais il y a 3 façons de baisser, et je vais être très très rapide là-dessus, les quantités de pesticides étendues. 1. Arrêter un truc débile, qui d'ailleurs m'a permis de gagner une caisse de bouteilles de champagne. C'est de semer des végétaux qui sont tous génétiquement identiques. Parce que là, si une maladie réussit sur un pied, c'est strike. Bon, vous remarquez que c'est ce qu'on fait maintenant. Alors, je parlais de ça, je faisais un séminaire dans une boîte de finance. Je vous laisse en savoir plus sur la biodiversité. Et je raconte cette histoire. Et là, il y a un mec qui me dit, qui est un type en cravate, vous voyez le genre de mec un peu... Sur lui, il fait, c'est pas possible que les gens fassent ça. Nous, en finance, on ne mettrait jamais tous les capitaux dans un seul produit. Les agriculteurs ne sont pas cons à ce point. Je dis, ah bon, Paris? On passe 5 minutes à vérifier, on n'a pas eu une caisse de champagne, on a passé 5 minutes à vérifier sur Internet, et j'ai eu ma caisse de champagne, parce qu'effectivement, les semences modernes, elles sont génétiquement identiques. Alors que les travaux de l'INRAE, dans les années 90, et des grands travaux chinois, qui eux, par contre, alors ont été mis en œuvre ensuite au champ, ont montré que quand on mélange des variétés différentes, je parle de variétés élites, calculées pour avoir la même date de maturité et les mêmes qualités technologiques, on diminue la propagation des maladies. Parce que si on mélange bien des profils de résistance différents, quand tu as réussi sur un pied, tu n'es pas sûr de trouver tout de suite un autre pied sur lequel tu vas réussir. Et on freine de 20 à 50% la vitesse de diffusion des maladies. Et des fois, on n'a pas besoin de traiter. Ça, c'est vos impôts qui ont permis de déterminer ça là, pour la première fois dans les années 90 sur du blé. Aujourd'hui, je crois que c'est 4% de la céréaliculture qui utilise des mélanges variétaux. Pourquoi? Parce que les boîtes qui vendent les graines vendent les solutions chimiques pour les protéger. Donc, évidemment, ils ne vont pas vendre des trucs qui font fermer le département d'à côté. Mélange variétaux. Mélange d'espèces. Céréales légumineuses ou une bande de colza, une bande de blé. Alors vous allez me dire, là, il faut un outillage spécial. Ok, mais ça,
ça réduit encore de 40% la propagation des maladies. Et en plus, comme les espèces qu'on mélange, alors céréales légumineuses, maintenant, c'est quand même assez... Comme les espèces qu'on mélange n'exploitent pas la même façon le sol, ça produit plus. Vous savez combien il faut de surface de pur colza plus pure céréales pour produire autant que sur un hectare de mélange céréales légumineuses? 1,2 à 1,4 hectares. Évidemment, vous produisez moins de blé que sur un hectare pur de céréales ou un hectare, moins de légumineuses que sur un hectare pur de légumineuses. Mais quand vous les mettez ensemble, il y a un peu de concurrence, mais il y a aussi une meilleure exploitation des ressources. Les cultures mélangées, il y a beaucoup d'analyses qui montrent ça, même en bande, vous arrivez à augmenter le revenu brut de l'exploitation d'en moyenne 30%. Sauf que l'outillage n'est pas le même, hein, donc on ne peut pas vous dire du jour au lendemain passer en bande alternée. Mais ça a non seulement une augmentation de productivité, mais ça freine la propagation des maladies. Dernière chose, les haies. Les haies, on les a supprimés dans une époque où on avait des pesticides. On a oublié que les haies, ça diminue la propagation des maladies à peu près de 80%. C'est pas 80% de maladies en moins, c'est 80% de maladies qui passent d'une parcelle à l'autre en moins. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a un écran physique, mais aussi si c'est une vieille haie, qu'il y a des oiseaux, qu'il y a des chauves-souris qui vont becter les insectes. Aux États-Unis, il y a une maladie qui tue les chauves-souris. Dans les endroits où les chauves-souris ont disparu, l'utilisation des insecticides a augmenté de 30%. Et je vous le dis comme ça, la mortalité infantile de 8%. On s'en fout, c'est des enfants. Des haies, des mélanges d'espèces, des mélanges de variétés. Ah oui, puis une dernière chose, des rotations longues. Alors ça, c'est terrible, parce que si vous avez une région à patates, dans une région à betterave, dans une région à blé, tout ce que vous rêvez, c'est de voir revenir le plus souvent cette production-là. Sauf que si vous mettez 5 à 8 ans avant de voir revenir une plante donnée, et que vous vous coordonnez avec les voisins pour qu'ils fassent à peu près la même chose, ben les parasites, comme ils sont spécifiques de chaque espèce, ils vont se faire foutre. Rotation longue. Tout ça, c'est des solutions qui n'empêcheront pas d'utiliser les pesticides. Il faudra. Tiens, je vais vous donner un exemple. Les pucerons qui transmettent la jaunisse de la betterave et qui ont justifié que certains veuillent réintroduire l'acétamipride, ce qui est un scandale parce que c'est peut-être pas cancérigène, enfin, on ne sait pas si c'est cancérigène pour l'homme, mais c'est neurotoxique et toxique pour les pollinisateurs. Donc, c'est pas une bonne solution. Sauf si vous voulez détruire la production de pommes, de cassis ou de fruits rouges en France. Bon, je dirais, c'est pas vital, tant pis pour ceux qui en font. Ok. Avec l'acétamipride, vous détruisez 55% des pucerons. Vous vous démerdez pour avoir des bandes d'orge. Ou alors de l'orge l'année précédente. Et vous utilisez 2 pesticides autorisés, et vous pouvez tuer 87% des pucerons. Voilà, le truc, c'est qu'il faut arrêter de penser qu'il y a une solution. Il faut les combiner. Il faut que la société paye ceux qui le font. Alors désolé, je vous dis ça, mais c'est pour vous rappeler qu'il faut peut-être peser sur la société, non pas en foutant du lisier sur les préfectures, mais en rappelant qu'il y a des bonnes solutions qui attendent de l'aide. Il faut peser sur la société pour qu'elle aide à payer des coûts qui lui éviteront de payer d'autres coûts plus tard. Je termine avec un chiffre abasourdissant. On sait aujourd'hui, par plein de sources, que pour chaque euro de nourriture achetée, le consommateur devra payer par ses cotisations sociales pour la santé ou par ses impôts 1 à 2 euros pour compenser les problèmes de coûts environnementaux, les marées vertes, l'eau à dépolluer, dont les coûts ont augmenté de 16% depuis 2023. Les maladies des agriculteurs, le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, c'est plus 44% de demandes l'an dernier. Enfin, en 2024, pardon. Voilà. Et donc, on paye tous à terme, et l'idée, c'est d'arriver à convaincre les citoyens de payer maintenant pour payer moins demain. Mais en tout cas, on est dans un système où il va falloir combiner les méthodes pour limiter les impacts de chacune d'entre elles, et notamment limiter l'impact du cadmium sur la santé humaine, l'impact des pesticides sur la santé humaine. Le but, c'est pas de dire zéro pesticide, zéro engrais minéraux. Non, non, non. Ça c'est n'importe quoi. Le but, c'est d'acquérir de la souplesse. Et vous savez quoi? Nos anciens, quand ils ont commencé à mécaniser, c'est bien de souplesse dont ils ont fait preuve à l'époque. Nos anciens, quand ils ont remembré, et ils n'étaient pas toujours partants, c'est de souplesse dont ils ont fait preuve. En fait, l'avenir est dans la souplesse. Et la souplesse, c'est collectif. C'est pas juste la souplesse de l'agriculteur, c'est la souplesse d'une société à décider que son agriculture va faire plus que de la bouffe, mais aussi de la santé du paysage.
Donc, dans les questions, j'avais cette inquiétude des antibiotiques et des hormones féminines qu'il y a dans les urines. Bah, c'est beaucoup moins traité dans les stations d'épuration où c'est dilué que dans les sols où il y a plein de microbes. Je vous rappelle, hein, plusieurs millions de bactéries par gramme de sol, où là, c'est détruit très vite. C'est ce que je disais sur les pesticides. Donc, il ne faut pas en mettre trop, mais voilà. Et ça veut dire aussi que si vous avez un gros traitement, genre une chimio, vous ferez pipi dans l'autre circuit des eaux usées. Mais en routine, ce qui contamine l'urine est décomposé plus vite dans le sol qu'en veine liquide dans les stations d'épuration. N'y a-t-il pas une grande perte d'azote durant le stockage de l'urine? Si vous ne faites rien, tout de suite il y a des bactéries qui s'installent et qui vont en faire de l'urée qui s'évapore et ça pue. C'est pour ça que le stockage de l'urée, outre l'extraction d'eau, c'est une acidification ou une alcalinisation qui va empêcher le développement microbien et stabiliser l'urée, qui est un très bon engrais ensuite en épandage. Donc si vous faites pipi dans votre potager, il n'y a pas trop de crainte, hein. À part si vous avez un très gros traitement, là il faudra peut-être éviter de faire. Là vous faites pipi dans l'eau de douche. Et ça part dans les eaux usées. J'ai une question. Oui, je vous en prie. Comment on finance à la fois le changement, comme vous avez dit, et à la fois le traitement des problèmes qui aura beaucoup d'inertie? Voilà, le traitement de l'eau, les problèmes qu'il y a sur l'eau, il y en a peut-être pour 10 ou 15 ans avant de résoudre le problème. Ça fait deux Oui. financements en même temps et bon, les finances n'ont pas l'air au fixe en ce moment. Quelle est votre solution pour ça? Enfin, où on prend l'argent? Non, mais alors là où vous avez raison, c'est qu'en fait, ça revient à réduire les coûts en les payant plus tôt, mais transitoirement, vous avez les coûts, la traînée de coûts du passé qui va se superposer à des coûts plus faibles par unité d'année quand vous passez dans la modalité je finance à court terme. Alors, je vais vous faire une réponse qui est double. Déjà, c'est en partie résolu parce qu'on paye la PAC. Et la PAC, c'est 100 € par personne et par an en France, avec quelques 10 milliards d'euros au niveau français par an. Et il faut conditionner l'obtention de la PAC à des investissements. Aujourd'hui, en gros, la PAC, c'est à la surface. Bon. Mais il faut peut-être effectivement augmenter ça. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans une période où on a une grande souplesse. Cela dit, un des problèmes de la période actuelle, c'est la compétitivité à l'international. Oui, quand on fait de la merde comme les autres, on ne se distingue pas des autres. Et les autres, ils ont le droit de faire de la merde encore plus merdique, et en plus avec des conditions sociales encore plus merdiques. Encore que la condition sociale de l'agriculteur en France, on pourra en parler, on est quand même dans le limite merdique. On n'est pas concurrentiel sur ce créneau-là. Vous savez quoi? Le créneau où on est concurrentiel, c'est celui de la qualité. Ce sera le jour où quand on voit un drapeau bleu-blanc-rouge sur un produit, et on en est très loin aujourd'hui, suivez l'actualité. Le jour où quand on verra un drapeau bleu-blanc-rouge sur un produit, on se dira comme quand on voit le drapeau suisse sur un couteau ou sur un produit électronique. Et hop, ça, c'est de la qualité. Donc, ça vaut bien 10% de plus. C'est le créneau de sauvetage. Parce que, un, il va épargner nos santé et notre environnement. Et deux, on va retrouver de la compétitivité. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est plus compétitif sur le tout venant. Parce qu'on a mis quelques règles environnementales, et effectivement, c'est pas compétitif. Et en plus, on a des politiques qui sont pas prêts à se battre pour des clauses miroirs. Ils sont prêts à se battre pour instaurer les pesticides, mais pour mettre des clauses miroirs, ils sont pas prêts. Soit vous changez de politique, soit on se dit qu'on va payer plus, mais là, on n'a pas trop les moyens. Mais c'est vrai que le problème, c'est celui de la concurrence. Et c'est à la fois le problème de la concurrence subie, mais de celle que l'on pourrait opérer en étant synonyme de qualité. Quand on a une agriculture qui est distribuée globalement, si demain elle est synonyme de qualité, ben elle gagne des parts de marché. Et ça peut se labelliser, ça peut s'organiser. Donc, en fait, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Ça ne se vend plus. Et on met déjà de l'argent sur la table pour que ça ne se vende plus. Ça s'appelle la PAC. Non, il faut réorganiser ça, je suis d'accord. En fait, il nous faut une vision de l'avenir comme Pisani en a eu dans les années 50. Ben, bon courage. Avec des politiques qui ne connaissent rien techniquement. J'aurais une question. Donc, est-ce que vous ou des homologues sont consultés par l'Union européenne, parce que c'est bien elle qui fait la PAC, sur des stratégies justement de financement de la PAC, quoi? Par des fonctionnaires qui travaillent à préparer des textes, à préparer des notes, oui. Au moment où on entend parler des politiques, on s'aperçoit qu'ils ne les lisent pas, ils n'y croient pas, voire même ils le nient. Par exemple, le sénateur Duplon a dit, je cite,
L'agroécologie, personne ne sait ce que c'est. C'est pas vrai, vos impôts ont payé des millions. Oui, donc je vous disais que quelque part, on a aussi des politiques ensuite qui nient ça, qui disent que c'est de l'opinion, du militantisme, qui nient les faits scientifiques. C'est vrai aussi sur les zones à faible émission ou des histoires comme ça, quoi. On vous dit, bah, ça tue, il y a des solutions alternatives et les gens n'y croient pas. Et c'est vrai que c'est plus simple de maintenir le statu quo que d'investir dans le changement. Donc, moi, je suis écouté par tout un tas de députés, de sénateurs qui me sollicitent qui sollicitent des notes, de tout un tas de fonctionnaires. Là, je vais vous quitter parce qu'à l'ADMI, je reçois un type du ministère de l'Agriculture sur l'histoire de carbone dans les sols. Mais est-ce que ça remonte jusqu'à la tête? Un petit peu peur que non. Pour des bonnes et des mauvaises raisons. Il y a des solutions de facilité qu'empruntent les politiques. Et puis, je pense ils ont des fois des doutes sur le sérieux de la recherche qu'on fait. Ça ne les empêche pas d'avoir zéro doute sur l'utilisation d'un téléphone ou d'un ordinateur, qui sont aussi des produits de la science. Mais quand c'est la science du vivant, là, on se dit, ah ouais. Alors, ils ont zéro doute aussi quand ils vont chez le médecin. Là, ils ont trop la trouille. Donc, mais nos concitoyens, pas que, que les politiques, n'ont souvent pas confiance dans les solutions basées sur le vivant. Alors, il va falloir s'y mettre. Moi, j'avais une dernière question sur l'ACS, Agriculture Conservation. Vous avez dit que ça ne marchait pas sur tous les sols. Sur quel type de sol vous pensez que ça ne fonctionne pas? L'ACS? Oui. Ah non, j'ai pas. Vous avez dit à certains cas où ça ne marche pas tout à l'heure. C'est pour ça que je... C'est les cas où à la récolte, quand on fait des patates par exemple ou des betteraves, on est obligé de perturber le sol à la récolte. D'accord. Là, voilà, c'est à ça que je pensais. Nous, on est dans un secteur, nous sommes dans un secteur où on est réticent à partir sur ces solutions-là, parce qu'on a des sols qui sont pourvus en argile à 45 voire 55% d'argile, et on a du mal à imaginer qu'une simple couverture du sol puisse faire tout le travail. Voilà, quand on doit implanter derrière un maïs qui a besoin d'aller potentiellement en profondeur. Mais en fait, votre sol, il est devenu dépendant du labour, parce que le labour lui-même ne fait que des trous périodiques et puis ça retasse. Donc il est devenu dépendant du labour. L'idée, c'est de repasser à un autre mode de fonctionnement. Et c'est vrai qu'avec ce que vous me dites, je sens qu'il y a besoin de beaucoup de matière organique et que donc soit vous attendez qu'elle se fasse par les cultures intermédiaires, soit vous en amenez, mais ça ne se fera pas tout seul tout de suite. Mais je suis d'accord qu'il y a peut-être des sols où ça va être plus difficile que d'autres. Et puis, il y a quand même quelques sols où c'est vraiment difficile, mais ce n'est pas les vôtres, hein. C'est des sols purement limoneux, par exemple dans le Léon, en Bretagne, en climat océanique. Alors là, honnêtement, je recommanderais à personne d'essayer de faire de l'ACS. D'accord. Dans l'état actuel des connaissances. Et pour vous, c'est plutôt une question de temps, je pense, pour un retour à une fonctionnalité. Mais une fois de plus, moi, je ne suis pas un spécialiste de tous les cas de figure. Là, il faut voir ça avec des gens qui l'ont fait autour ou pas. Et puis des techniciens de la Chambre d'agriculture qui seraient dédiés à ce genre de type de conseil. Il y a Rachel qui ne peut pas s'exprimer parce que son micro ne marche pas, mais elle nous met dans la conversation quand tu as parlé des couverts permanents. Est-ce que le paillage peut-il être considéré comme un couvert permanent? Alors, non, pas vraiment, parce que il a de grandes vertus, d'amener de la matière organique au sol, d'empêcher l'érosion et de désherber, mais il nourrit pas les champignons mycorhiziens. Et puis alors, il y a un risque, mais on peut le gérer, c'est le risque d'un C sur N pas adapté et de fin d'azote. Mais ça, bon, ça se gère. Donc c'est pas mal, mais c'est comme les couvertures avec des paillassons, on va éviter les couvertures avec du plastique, hein, à cause des microplastiques. C'est des choses qui ne vont pas entretenir la partie de la vie du sol qui est liée aux racines. Or, il y a dans cette partie des bactéries et des champignons, dont les champignons mycorhiziens, qui sont des auxiliaires de la santé et de la nutrition des plantes. Donc c'est moins bien, mais c'est quand même mieux que du labour. Donc voilà, dans l'ordre, rien n'est bon ou mauvais. Tout est plus ou moins bon, plus ou moins mauvais. C'est moins bien qu'un couvert vivant, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'un labour. Le devenir des fongicides dans les pailles qu'on utilise pour le paillage, pour du fumier, par rapport Pas aux trop d'idées. mycorhizes, est-ce qu'elles sont rapidement détruites ou pas, ces fongicides? Pas que par rapport aux mycorhizes, hein, leur toxicité générale que je ne connais pas, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Alors, la question gênante, champignons qui poussent dans un sol, est-ce qu'il y a des indésirables? Oui, potentiellement, mais là, la question est trop vague pour que je sache, vu les circonstances et vu les champignons, est-ce que c'est eux qui sont là? Il y a effectivement des champignons parasites des racines, voilà,
mais il y a aussi des champignons décomposeurs ou des champignons mycorhiziens, et ça, c'est plutôt bien. En Dordogne, on a les compagnons du sol qui font une analyse des différentes bactéries et champignons et qui peuvent répondre à ce genre de questions. Alors après, les allées végétalisées, bah oui, c'est mieux que des allées de gravier. Ça permet d'avoir une végétation permanente, effectivement. Ça, c'est la réponse aux plates-bandes végétalisées. Alors, ah oui, les résidus de récolte. Alors, si vous avez, il n'y a pas de réponse générale, ça dépend des plantes. Il y a des plantes dont les feuilles contiennent plus de maladies que de champignons positifs. Oui, parce que dans les feuilles, il y a plein de champignons, hein, notamment des champignons protecteurs. Et ces champignons protecteurs, ben, ils tombent avec la feuille morte, ils font des spores et ils recolonisent les jeunes feuilles. Mais il y a aussi des maladies qui tombent avec les feuilles mortes, font des spores et recolonisent les feuilles. Donc, selon les espèces, il y en a qui bénéficient d'avoir des feuilles mortes, parce qu'il y a plutôt des auxiliaires, et d'autres qui bénéficient d'avoir des feuilles qui, au contraire, sont entravées, parce qu'il y a plutôt des maladies qui se propagent. Bien. Donc, il n'y a pas de réponse générique, ça dépend des plantes. Si vous avez des doutes, vous compostez. Et là, vous avez tué les champignons et beaucoup de formes de résistance. Mais avec un bon compostage, avec une hausse en température. Je peux vous montrer la couverture parce que je l'ai depuis hier. C'est un petit fascicule que je sors au seuil de la biodiversité comme un humanisme. En février, là, où je parle notamment des solutions agricoles basées sur la biodiversité, donc j'évoquais avec vous. Et la deuxième chose, c'est que sur LinkedIn et Facebook, j'annonce à la fois les productions de vidéos, de podcasts sur Internet, mes activités de la semaine, et peut-être qu'un de ces quatre, je serai pas trop loin de chez vous et je pourrais vous voir une conférence ou un débat.